Alors, maître Philippe Augrel, cette notion d'héritier, on connaît tous le terme, mais voilà, c'est un peu obscur quand même pour beaucoup d'entre nous. Alors, en réalité, nous, c'est la première question que l'on va avoir à se poser quand on règle une succession, c'est de déterminer qui va hériter. Alors, bien souvent, les gens viennent nous voir pour la succession tous ensemble, on a tous les héritiers. Alors nous, à nous de vérifier que tous les héritiers sont bien ici et savoir, à défaut, qui sont les héritiers. Donc la loi a tout prévu de ce côté-là. La loi a prévu dans quel cas on est héritier, qui est héritier, dans quelle proportion. Le principe de base, c'est que la succession revient aux enfants, par parts égales. Si on ne fait rien et qu'on a des enfants, ça revient. La loi a également prévu, qu'est-ce qui se passe s'il y a un conjoint survivant ? Dans ces cas-là, si on a un conjoint survivant et non pacsé, j'insiste là-dessus, parce que le pacsé n'a pas de droit dans la succession. Donc quand vous dites conjoint, il faut être obligatoirement marié. Le mariage... On parle dans le cadre du mariage. D'accord. Le pacs ne générant pas de droit, pas de vocation héréditaire. Donc ça, c'est important, effectivement, de C'est très important. On le dit assez souvent, mais les gens pensent être protégés par un pacs au niveau successoral, et ils ne le sont pas, en réalité. Donc on ne parle même pas de ceux qui sont ni mariés ni pacsés. Alors c'est inexistant. Inexistant, sauf dans le cas d'un testament, ce qu'on verra tout à l'heure. Donc dès lors qu'on a un conjoint survivant, s'il n'y a pas d'enfant, il va être héritier en totalité, sauf si encore les parents, le père et la mère. Si on a des enfants, le conjoint survivant aura lui-même ses droits de succession qui varieront en fonction des enfants en eux-mêmes. Est-ce que ce sont des enfants d'un premier conjoint, d'un premier lit, on appelle ça comme ça, ou des enfants du mariage, auquel cas le conjoint survivant a des droits un peu plus larges, un peu plus étendus. Dépendra également de savoir si le conjoint a pris des dispositions. Est-ce qu'il a fait un testament à son conjoint ou pas. Donc l'articulation entre les parents et les enfants est très cadrée par le Code civil. La question va se poser également quand il n'y a pas de conjoint survivant, quand il n'y a pas de conjoint et pas d'enfant. La loi a également prévu, dans ces cas-là, ce sont le père et la mère pour une partie, un quart chacun, le reste revient aux frères et sœurs. D'accord. Tout ça en articule. Ouais. Si on n'a pas les pères et mères, pas de frères et sœurs, eh bien on remonte, on va aller rechercher les héritiers en prenant dans les lignes ascendantes. On monte aux parents, ça nous donne les frères et sœurs. S'il n'y a pas de frères et sœurs, on remonte le cran au-dessus pour aller chercher des oncles et tantes, éventuellement des cousins, des cousines. Ou des cousins issus de germains, jusqu'où on peut remonter comme ça ? Jusqu'au 6e degré. Ça veut dire quoi, le 6e degré ? 6e degré, ça ne me parle pas beaucoup. Alors, c'est pas très limpide tout ça. Il faut savoir que ça représente les petits-fils d'un cousin germain. D'accord, effectivement. Si on n'a pas d'héritier au 6e degré, c'est terminé. La succession est dite en vacances ou en déshérence, le cas échéant, et c'est l'État qui devient lui-même l'héritier. D'accord. Voilà. Alors, on va reprendre le cas un peu plus classique, peut-être, où il y a des enfants et peut-être des conjoints. Alors, dans cette hypothèse, on va ouvrir, en ouvrant la succession. En règle générale, la succession se fait avec le conjoint en lui-même et ses enfants, mais il peut arriver qu'on ne les trouve pas. Que des parents nous disent, non, j'ai 3 enfants. Alors, parfois, ils nous disent qu'il y en a 3, alors qu'en réalité, il y en a 4. Et ils en ont oublié un, plus ou moins volontairement, on va dire. Ou bien ils nous disent, j'ai un héritier, mais je ne sais pas où il est. Et alors là, c'est à nous d'essayer de le trouver, à nous de déterminer, de par nos archives, de par nos connaissances, de par nos dossiers, si c'est un voisin, si on peut le retrouver directement. Alors, on va chercher un petit peu, on a une obligation de chercher, mais on n'a pas de pouvoir de police, on ne peut pas savoir, on ne peut pas questionner la police ou le procureur de la République. Vous avez l'obligation de chercher et de trouver ? On a l'obligation de chercher. Ouais. Il faut qu'on puisse prouver que nous, on a cherché. Effectivement, c'est plus facile de trouver un Philippe Augrel, on est moins nombreux, que des Jean Martin. Là, c'est un peu plus compliqué, par exemple. Donc, on va chercher, et si on ne trouve pas, il faudra quand même qu'on le trouve, cet héritier. On ne peut pas régler la succession si on n'a pas tout le monde. Donc, il faudra qu'on fasse appel à un spécialiste, un expert spécialiste, qui est un généalogiste, qui, lui, va nous aider, qui lui a d'autres moyens que nous, qui a un vrai pouvoir d'enquête. Il a un accès à des fichiers administratifs pour retrouver les personnes. Ça arrive que vous n'arriviez vraiment pas, vous et un généalogiste, à retrouver des héritiers ou finalement c'est... Si on ne retrouve pas les héritiers, dans ces cas-là, on est en vacances ou en déshérence. Et on peut très bien ne pas retrouver des personnes, sachant qu'avec la mondialisation, la globalisation, on peut se retrouver très très vite à avoir des héritiers à l'autre bout du monde. D'accord. Voilà, et moi j'ai en tête un dossier, discussion qui n'est pas réglée, qui ne sera jamais, parce qu'il y a très très peu d'actifs, et j'ai des héritiers qui sont dans 7 ou 8 pays différents. D'accord.
Et ça vous arrive souvent d'aller rechercher comme ça des héritiers qui sont difficilement trouvables? C'est assez fréquent. Ouais. C'est assez fréquent. Une fois de plus, on pense toujours au fameux oncle d'Amérique, dont on rêve tous, qui aurait fait fortune dans les recherches d'or. C'est le vieux mythe. Mais ça arrive. Ça arrive. Alors, ça ne nous arrive pas toujours. Ce n'est pas forcément des très grosses successions. Mais il faut aller les chercher, ces héritiers. Et tant qu'on ne les a pas, on ne peut pas régler la succession. Voilà. Donc ça, c'est en fonction de la loi, mais en fonction parfois du testament lui-même. On disait que si on n'a rien prévu, si on n'a rien prévu, la loi s'applique. À défaut, on fait un testament. Alors le testament, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas tout donner à l'un de ses enfants ou déshériter ses enfants. Alors c'est ça c'est vraiment une spécificité aussi peut-être française. On n'a pas le droit aujourd'hui en France de déshériter ses enfants, non, c'est ça? Ça, on ne peut pas. Les enfants ont le droit à une portion minimum dans la succession. Ils devront retrouver, quoi qu'il arrive, c'est cette partie-là. Alors, elle se détermine par opposition à la partie libre. On a une partie libre qui s'appelle la quotité disponible. Alors, il y a des quotas fixés. Hein. Quand on a un enfant, on fait ce qu'on veut de la moitié de son patrimoine. Quand on a 2 enfants, c'est 1/3. Et quand on a 3 enfants ou plus, on fait ce qu'on veut d'1/4. Et les enfants se partagent le reste. Bon. Quand on a fait un testament pour avantager un enfant ou pour en désavantager un spécifiquement, on doit vérifier que tout ça, ça règle les choses. Et si ça les règle, si on ne respecte pas, les enfants ont le droit de récupérer leur quote-part, de récupérer leur part. Alors c'est plus ou moins compliqué en fonction des circonstances. Ce qui va être parfois important également, c'est qu'un testament n'est pas le gage en lui-même d'une facilitation de la succession. On a des personnes qui font leur testament, malheureusement seuls dans leur coin, ce qui est une mauvaise idée. Alors c'est ça, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un testament soit valable? Alors, la notion de validité, c'est une chose, c'est une question de pure forme, mais il faut qu'il soit applicable facilement. Et c'est là où c'est parfois compliqué. Le testament, s'il est écrit de la main du testateur, daté et signé, il est valable. Ça suffit. Faut-il encore qu'on ait sa capacité juridique, qu'on ne soit pas dans un état d'incohérence, on va le dire comme ça. Il n'y a pas de témoin obligatoire pour un testament. Pas de témoin, c'est pour ça qu'il est manuscrit, pour qu'on puisse retracer l'origine, mais il peut y avoir des difficultés d'interprétation. Si je décide, par exemple, de léguer tous mes biens à la protection des animaux, qui va recevoir? Parce qu'il y a plein d'associations qui s'en occupent. Si je décide de léguer mes biens pour la recherche contre le cancer, il y a plein d'associations qui le font. Donc on ne désigne personne et tout le monde en même temps. Donc là, dans ces cas-là, c'est le tribunal qui sera appelé à trancher parce qu'il y aura un conflit d'intérêts. Même dans un testament, des testaments peuvent être incompatibles. J'ai en tête un dossier avec 4 testaments successifs, mais qui ne sont pas compatibles les uns avec les autres. Donc lequel on fait prévaloir, lequel on fait dominer. 4 testaments de la même personne? De la même personne sur 3 mois. C'est le dernier, non, qui est valide? Enfin, moi, c'est ce que C'est le dernier s'il est incompétent, incompatible avec les autres. Ouais. Si j'ai 3 testaments et un 4e qui dit que je lègue tous mes biens à vous, par exemple. Ouais, moi, je pense qu'il serait bien compatible, ce testament-là. Dans ces cas-là, vous avez tout. Donc les autres, par définition, n'ont rien. Mais si je donne 4 testaments, je lègue 100 000 € à l'un, 100 000 à l'autre, 100 000 une deuxième et une 3e personne, potentiellement, c'est compatible. Donc il faut organiser tout ça. À défaut, c'est le tribunal qui devra trancher avec l'appétence du magot. On va se bagarrer pour récupérer l'éventuel magot. Ça, c'est une difficulté assez... Vous en rencontrez souvent dans l'exercice de votre métier, des difficultés de cet ordre-là? Oui, régulièrement, oui, avec plus ou moins grave, plus ou moins technique. Il peut arriver, j'ai un cas en tête, quelqu'un qui avait fait son testament extrêmement bien. Il avait tout réparti, tous ses biens à X, Pierre, Paul ou Jacques. Mais il manquait 3-4 mots dans son testament, il manquait une toute petite phrase pour simplifier, et ça a duré 4 ans pour régler la succession. Ah ouais. Parce qu'il manquait une phrase. Donc vraiment, s'il y a une chose à retenir, si on veut que ses enfants héritent, on n'a rien à faire. J'ai 3 enfants, tout revient à mes enfants par tiers, j'ai rien à faire de particulier. Si par contre je veux modifier un tant soit peu cet élément-là, il faut aller consulter son notaire pour voir ensemble les implications et comment on peut le faire, sur le fond et la forme. Et si je n'ai pas d'héritier connu,
Pour simplifier la donne, pour éviter de se retrouver avec 45 ou 50 héritiers, ce qu'on peut rencontrer parfois, il peut être bien d'aller faire un testament pour désigner quelqu'un que l'on connaît, quelqu'un que l'on veut avantager, un ami de la famille ou juste la personne de la famille que l'on connaît, ou d'allotir une association, quelque chose comme ça. Mais ça, il faut le faire dans les bonnes formes et pour qu'il n'y ait pas de difficulté, pour que ce soit facile pour tout le monde et pas laisser de tracas à ses héritiers. On fait un testament, au préalable, on va consulter son notaire qui va expliquer les tenants, les aboutissants, le fond, la forme. Ouais, vaut mieux tout bien préparer. J'ai une question, est-ce qu'aujourd'hui cette notion, par exemple, d'enfant illégitime est valable pour un héritage ? Alors, le problème qu'on peut rencontrer, c'est l'enfant omis ou inconnu. Non reconnu, finalement. Non reconnu. Il a toujours ses droits dans la succession. Depuis 1972, il n'y a plus de différence entre les enfants. Il n'y a plus de différence. Avant 1972, il y avait les enfants légitimes et adultérins, lesquels avaient moins de droits dans la succession de leur auteur. Ça, c'est terminé. Donc le mariage, c'est important pour le conjoint, mais finalement, pour les enfants, peu importe. Exactement. Les enfants, dès lors qu'on est enfant, on a sa part d'héritage, quelle que soit son origine légitime ou pas. Quand on a un doute dans la succession, si on sent qu'on nous cache quelque chose, on dit qu'il y a 3 enfants, mais qu'il y a quelque chose qui nous fait penser que, on peut demander à un généalogiste, on en revient, de faire une vérification de dévolution. Et lui va vérifier et va essayer de retracer, voir s'il n'y a pas un enfant qui aurait été... Qui traîne un enfant qui traîne quelque part. Ça arrive, pas très souvent. Alors c'est parfois l'occasion de moments un peu compliqués, j'imagine. Parfois très compliqués, parce que ça ne se passe pas toujours bien, ou de moments magnifiques d'avoir des frères et des sœurs qui se rencontrent à 50 ans dans notre bureau. Donc des moments forts en émotion. Des moments assez forts. Oui, c'est des moments dans une carrière qui n'arrivent pas très souvent, mais ce sont des moments assez singuliers, où on fait se rencontrer des gens. Parfois, il y a une animosité très très forte, parfois il n'y en a pas, mais il faut aller les chercher, et il faut les trouver, ce qui est assez compliqué. En tout cas, des moments forts en émotion, j'imagine aussi pour vous, les notaires qui avaient à gérer tout ça. Tout à fait, on en reste avec des petits palpitants par moment. Ouais. Merci beaucoup, Maître, pour toutes ces infos. N'hésitez pas, si vous avez des témoignages, des infos à nous demander, vous nous appelez au 0805 383 383. Il y a aussi notre page Facebook, Ensemble c'est mieux. Vous pouvez aller y jeter un petit coup d'œil.